Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Alors, au mercato politique, il y a une ébullition en ce moment. Plus de 100 militants, PDCI, PPACI, FPI rejoignent le RHDP. Et juste après, on fera un petit point sur le fait du jour. L'affaire des bébés découverts à l'ex-décharge d'Aquedo. 3 personnes arrêtées. L'auteur de la fausse publication condamné à 6 mois de prison. Et enfin, en seconde partie de ce temps d'antenne, on ira à Vavois parce que simplement, on a découvert 22 tonnes de faux médicaments. Et on finira cette émission avec une belle senteur, de belles saveurs. On aura donc Koné Hilaria Roland, qui est promotrice du festival Les Goûters de mon enfance, 6e édition. Voici donc le mapping de notre projet de ce jour. Le Grand Talk démarre maintenant. Merci et bienvenue. Merci d'être avec nous, madame, monsieur. Encore une fois, bonsoir. Barry est avec nous ce soir. Barry, docteur Barry, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chers amis, bonsoir à tous. Marius Komoé, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. C'est plutôt nous qui prenons toujours du plaisir à vous retrouver pour conduire cette belle émission. Merci. Qui de plus en plus est suivie par la majorité des Ivoiriens. Merci beaucoup. Daouda, bonsoir. Sa Majesté. Hein. Bonsoir Christelle, vous allez bien? À tous et bonsoir chez vous. Très bien. Alors messieurs, nous avons 137, chers téléspectateurs, 137 militants des partis d'opposition les plus représentatifs qui ont viré au RHDP. On va faire une petite cartographie de ceux qui sont partis. On a 19 militants du PDCI, 68 du PPACI, 29 du FPI, 7 du COGEP, 1 du GPS et 37 personnes neutres qui ont viré au RHDP. La liste est conduite par des personnes illustres comme Barthélémy Dambo, Jonas Kipré et bien d'autres, et donc qui aujourd'hui se revendiquent clairement et publiquement du RHDP. Alors, Daouda Coulibaly, quel est votre postulat? Merci beaucoup. Déjà, l'analyse de ces ralliements à 1 an des élections présidentielles, en fait, révèle pour ma part plusieurs stratégies politiques et, comment on appelle ça, et stratégiques en matière de politique. La première chose qu'il faut pouvoir prendre en compte, c'est la consolidation de la base électorale du RHDP. Le ralliement de militants de plusieurs formations politiques que vous avez cité tout à l'heure, PDCI, PPACI, GPS FPI, et autres, renforce en fait le positionnement politique du RHDP en attirant en fait des cadres des partis d'opposition. Le RHDP en fait cherche ici dans un premier temps à, comment on appelle ça, à réduire les zones d'influence des autres partis politiques. Parce que nous ne nous voilons pas la face. Quand on regarde la cartographie de la Côte d'Ivoire, à partir du nord, le RHDP a pillon sur rue, qu'on le veuille ou pas, et les dernières élections municipales et régionales couplées l'ont démontré par A plus B. Donc techniquement, dans les élections, il faut partir dans la zone de ses adversaires pour aller prendre du terrain. Et je pense que c'est la première chose qu'il faut pouvoir prendre en compte. Le deuxième point qu'il faut pouvoir prendre en compte, c'est un message stratégique avant élection. Ces adhésions-là, en fait, envoient un signal fort à l'opinion nationale et internationale, mais surtout aux partis politiques. Le RHDP veut apparaître comme un parti d'unité et de rassemblement, pour dire qu'eux, ils ne sont pas fermés à une quelconque alliance avec qui veut l'entendre. Donc, du coup, ils sont prêts à accueillir tout le monde. Quand on dit ça, Daouda, allez-y sur votre point. Et puis non, allez-y, il n'y a pas de problème. Quand on dit ça, qu'est-ce qui attire? Qu'est-ce qui attire pour que, justement, ces partis représentatifs qui ont quand même des bases et qui font des activités qui sont assez stables dans leur bastion, qu'est-ce qui attire pour que, justement, ces personnes-là virent RHDP à quelques mois de l'élection présidentielle? Bon, ce serait difficile pour moi de répondre à leur place, mais c'était justement le troisième point, parce qu'en fait, pour moi, cela peut démontrer en fait une faiblesse de l'opposition au niveau local, puisque ça se passe au niveau du Haut-Sassandra. Parce que quand on sait que dans cette région qui était historiquement, où il y avait un ancrage politique de l'opposition, bon, dernièrement, on a vu le ministre Mamadou Touré qui a battu à plate couture Stéphane Kipré du PPACI qui était en union avec le PDCI de, comment on appelle ça, Djedje Madi. Donc, du coup, forcément, on voit que concrètement, le ministre Touré sur le terrain
pose des actions concrètes. Et aujourd'hui, les populations, en fait, envoient un message à tous les hommes politiques pour dire qu'on n'est plus dans la politique de 1960. C'est-à-dire? La politique de 1960 où on votait pour la tête de quelqu'un. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont besoin de quelqu'un qui va répondre à leurs besoins sociologiques et leurs besoins les plus primaires. Très bien. Tu vois, dans de la pyramide de Maslow. Aujourd'hui, les gens ont besoin de santé, d'éducation, de routes, on parle de vie chère, donc forcément de protéger leur portefeuille. Donc concrètement, celui qui leur envoie le développement ou bien une relative stabilité, je veux dire que c'est vers là qu'ils vont sûrement partir. Et je pense que c'est ce qui pourrait justifier ce départ de ces 137 militants de l'opposition vers le parti au pouvoir. Mais ce n'est pas seulement, je termine sur ça, ce n'est pas seulement des militants qui quittent d'autres partis pour venir au RHDP. Il y a d'autres militants qui quittent. On a vu le député Zegwa qui a quitté le RHDP pour aller au PDCI. Tout à fait. Voilà, donc c'est dans les deux camps en fait, dans les deux sens. Barry, regardons un peu la région qui bouge. Hein. On est dans le Haut-Sassandra. Daouda essaie de nous faire un peu un point. Au niveau du Nord, on a la stabilité, donc RHDP. Maintenant, au niveau du Haut-Sassandra, d'avoir ces personnes-là, quand même l'idée par Barthélémy Dabo, ce n'est pas n'importe qui. Quel est votre postulat, Barry? Tout à fait, Barthélémy Dabo Zouzoua, c'est quand même une grande figure en Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un qui a été homme des médias, c'est quelqu'un qui est connu, qui a peut-être bercé nous notre enfance, nous qui sommes plus jeunes. Il est toujours homme des médias, c'est ça. Voilà, Variotoscope. Ouais. Et donc, c'est un homme d'influence, en fait. C'est surtout ce genre de personnalités qui peuvent donner un atout qualitatif à tout départ d'un parti vers un autre. Daouda l'a dit tout à l'heure. Je pense que le mercato politique connaît une croissance accrue à l'approche des élections parce que le contexte s'y prête. Bien sûr. À l'approche des élections, il y a toujours des va-et-vient. Il a bien fait de souligner tout à l'heure. Je pense qu'avant, le PDCI avait de son côté présenté des élus. Il y a des députés, et je crois un maire qui avait rallié le PDCI. Donc pour dire quoi, la politique, elle est dynamique. Maintenant, l'adhésion peut se faire autour du narratif, pas forcément autour du projet. Le projet peut être visible, c'est construire des infrastructures, c'est visible. Mais s'il y a la proximité avec, par exemple, un président de conseil régional comme le ministre Mamadou Touré qui va au contact de ces personnes-là, qui leur accorde une certaine proximité d'un point de vue relationnel, ça peut influencer le choix de X ou d'Y. De part et d'autre, même au sein des partis d'opposition, il y a aussi des personnalités qui peuvent courtiser d'autres. Donc, ça fait partie du jeu politique, en fait. Maintenant, par exemple, au niveau des chiffres, on a parlé d'une centaine de personnes. 137 au total. En politique, il n'y a pas de chiffre négligeable pour moi. Bien sûr. Tout chiffre, même une personne, à partir du moment c'est une personne, c'est important. Elle a son rayon d'influence. Voilà, elle a son rayon d'influence et elle peut étendre son rayon d'influence. Moi, je pense que 2025, c'est une élection, c'est un tournant en fait. Donc, chaque personne ne veut dormir sur ses lauriers. Le RHDP, bien qu'il ait gagné les élections municipales, les élections législatives, il sait que la présidentielle, c'est un autre enjeu en fait. Donc, il ne reste pas à dormir sur ses lauriers, il essaie d'étendre, de contrecarrer ses adversaires politiques sur leur terrain de jeu habituel. Donc, c'est ce qui peut expliquer cette venue des personnalités citées au RHDP. L'importance aussi peut se justifier au niveau du pédigré. Parce qu'un militant lambda ordinaire, c'est vrai qu'il n'est pas négligeable, mais on peut être dubitatif. Mais quand vous avez des personnalités comme Barthélémy Dabo Zouzoua, je pense qu'il y a quand même un pédigré au niveau de la personnalité. Il y a son carnet d'adresses, il y a l'influence qu'il a sur les jeunes de sa région, toute son expérience. C'est un homme de terrain, ça il faut le dire. Mais c'est quelqu'un aussi qui, pour moi, pour l'avoir suivi un peu, n'a jamais manqué il n'a jamais caché son respect, son estime qu'il a pour le président Ouattara. Donc cette adhésion peut concrétiser un peu cet état des faits-là. Maintenant, on verra comment les adversaires politiques du RHDP vont réagir. Alors, justement, j'aimerais avoir votre point de vue, Marius Komoé. 137 qui ont viré, on a eu la cartographie, on l'a déjà faite. Et ces personnalités l'idée par un Barthélémy Dabo Zouzoua. Barry a essayé d'en parler, ce n'est pas n'importe qui. Le fait qu'il bouge, est-ce qu'on peut donc s'attendre à ce que sa région, sa zone d'influence puisse également bouger avec lui? Alors, Barry l'a dit,
Daouda l'a souligné également, Barthélémy Nabo, ce n'est pas n'importe qui. Voilà, c'est quelqu'un qui est quand même, c'est vrai, un homme des médias, mais c'est un responsable aussi d'administration. N'oubliez pas qu'il est propriétaire d'écoles privées, mais en même temps, je ne sais pas s'il est encore, mais il a été PCA de la qui est une microfinance. C'est quelqu'un qui est véritablement... Sans faire de publicité? Oui, bien sûr, pour ne pas faire de publicité, bien entendu, mais en dehors de Barthélémy Nabo Zouzoua qui part justement dans les rangs, qui rejoint les rangs du RHDP. C'est vrai que depuis des années, depuis l'avènement d'ailleurs du président Ouattara, il n'a jamais manqué son attachement donc, à la politique du président Ouattara. Et partout où des besoins, surtout sur sa page Facebook, il ne manque pas souvent de rappeler qu'avec le président Ouattara, il y a eu des avancées. Parce que moi, je suis ami avec lui sur sa page Facebook. Et donc, je le suis tout comme il me suit. Mais en dehors de lui, vous avez également Antoine Nizako, que j'ai vu. Tout à Antoine fait. Nizako, ce n'est pas n'importe qui. Dans le Haut-Sassandra, Antoine Nizako, rappelons-le, est le président du conseil d'administration de la Sodefort actuelle. Il était hier le président du conseil d'administration de la SONATT, structure avec laquelle nous avons travaillé à l'époque, où nous avions un représentant pour le compte des organisations de consommateurs. Donc l'homme, je l'ai approché, je le connais, j'échange avec lui, c'est un aîné qui me le rend bien. Mais en dehors de ces deux personnalités citées, vous avez également le docteur Kadjo Michel Kwame, que je connais dans la région du Sud Komoué, plus précisément dans la région d'Aboisseau, un homme très proche également du président du Conseil économique et social. Il est médecin, chirurgien, dentiste. Il a été parmi les instances, dans les instances supérieures de gestion de l'ordre des chirurgiens dentistes. Et c'est quelqu'un qui a pion sur rue dans sa région. Il a pion sur rue dans sa région. Et donc, c'est des personnalités qui comptent dans les régions et qui drainent également du monde. Il faut faire bien attention parce que moi, je les connais. Je les ai approchés et je sais de quoi ils sont capables dans leur propre région. Barthélémy Nabo, il est de Sayoua. Et oui, à Sayoua, croyez-moi, il pèse dans la sphère des décisions. Nizako également. Nizako, dans le Haut-Sassandra et plus précisément à Daloa, il pèse. Kadjo Vincent, Kadjo Kwame Michel, il pèse dans sa région à Aboisseau. Il a même été candidat à la députation et tout dernièrement même à la mairie. Donc, ce n'est pas des parvenus du monde politique. C'est des... Par exemple, Kadjo Michel, il était effectivement du PDCI RDA, tout comme le président du Conseil économique et social. C'est des gens qui, naturellement, au regard de l'actualité nationale et ayant vu le travail abattu par le RHDP durant ces 13 années de gestion, ont jugé nécessaire. C'est leur choix. Et il faut respecter cela parce que cela dénote qu'en Côte d'Ivoire, on peut choisir librement, quand bon nous semble, son parti politique et en y adhérant sans forcément que cela soit contraignant pour les uns et les autres. Et donc, il faut saluer cette vitalité politique. Moi, j'ai vu aussi un visage, celui de M. Kipré, dont vous parlez. Voilà, Kipré, c'est un expert de la technologie électorale. Il a travaillé aux côtés du président Zadi Kessé, non, pardon, plutôt du Haut-Sassandra, l'ancien président du conseil régional, Djedje Madi. Il a travaillé à ce côté et donc c'est un expert des technologies électorales. Et toutes ces personnes-là vont peser justement dans la balance pour le RHDP dans pour 2025, les adversaires du RHDP doivent affûter encore leurs armes. Parce que si cette vague continue, eh bien, je crains fort que le RHDP ne fasse pas aussi des razzias. Parce que n'oubliez pas que tout récemment, le PDCI aussi annonçait une vague de militants du RHDP. Et donc, cela montre la vitalité de notre jeu politique. Et nous en sommes fiers de savoir qu'on peut appartenir à un parti aujourd'hui et puis demain changer. Pascal, j'aimerais avoir votre point de vue là-dessus. Alors, les 137 personnes. Regardons aussi avec vous le timing. C'était des sympathisants, des personnes qui appréciaient. Pourquoi maintenant? Pourquoi le dire maintenant? À un mois de la fin de l'année et à quelques mois de cette élection présidentielle, Pascal. Bon, alors après... Bonsoir déjà, je ne sais pas si j'ai dit bonsoir. Bonsoir Christelle. Après l'intervention intéressante et fleuve de notre ami Marius, moi j'ai envie de vous dire pourquoi pas maintenant déjà. Alors. La première chose, c'est que les élections, ce n'est pas dans si longtemps que ça. Vous avez vu aux États-Unis, le président Donald Trump a déjà formé son gouvernement. Donc, je pense qu'il faut aussi que le temps des élections, le temps des formations de gouvernement, soit des temps longs, des temps larges, où on a le temps de faire ses consultations, etc. Et bien, c'est pareil pour avant les élections. Il faut qu'on ait le temps de faire ces consultations, de savoir en qui
à qui on peut faire confiance et en qui on peut confier sa stratégie, parce qu'après, c'est une question d'aller sur le terrain. Donc, dès qu'on fait le mercato se passe automatiquement, on sait qui on peut fixer ici et là pour... Mais il faut que le mercato se passe maintenant, parce qu'après, ce sera peut-être trop tard. Rejoindre une formation politique maintenant, c'est encore crédible. À moins de 6 mois, à 3 mois, Pourquoi à 2 c'est encore jours. crédible? C'est encore crédible parce que les cartes ne sont pas totalement jetées, les candidats ne sont pas tous connus, en tout cas pas dans toutes les officines politiques. Donc c'est intéressant de pouvoir se positionner derrière tel ou tel autre, dans tel ou tel autre parti. Le commentaire que je peux apporter, c'est sur 2 points. Le premier point, c'est qu'il ne faut plus qu'on s'offusque en fait des mercatos politiques. Pour ma part, comme on ne porte pas d'idéologie séparant fortement les partis politiques, comme dans certains pays où ça peut l'être, eh bien, ça peut être acceptable que des gens, par rapport à telle ou telle action menée, telle ou telle politique renforcée dans leur région, dans leur département, décident le plus tôt serait le mieux de rejoindre un parti. Maintenant, il ne faudrait pas que ce soit la norme. Il faudrait que ça reste du domaine de l'exceptionnel ou en tout cas de l'extraordinaire. Voilà. Et puis, deuxièmement, c'est de dire aussi que quand on me cite les personnalités, les militants qui ont rejoint, j'espère qu'ils ont pris le temps de vérifier que ces militants avaient leur carte. Je pense que c'est un parti sérieux. Et la saignée vient du PPACI avec, par exemple, plus de 68 militants, alors que c'est un parti qui est relativement jeune. Donc c'est normal aussi que ce parti-là connaisse, avant que son socle ne se fixe, des mouvements comme ça de personnes qui viennent donc rejoindre. C'est anecdotique, mais bon, le RHDP. Derrière, il y a aussi les actions du président actuel du conseil régional. Parce que le ministre Touré Mamadou qui fait un travail... Le ministre Touré Mamadou, sa première réunion, qu'est-ce qu'il fait? Sa première réunion stratégique, quand il gagne les élections à Daloa, c'est qu'il invite Djedje Madi à venir participer à cette réunion. Il invite même tous ses adversaires à participer à cette réunion. Et ça va être la marque de fabrique de tout son leadership. Ça veut dire qu'il essaie de faire le plus possible du participatif. Et ça a des résultats sur le terrain. Et justement, c'est peut-être pour ça qu'on a ce résultat-là. Je pense. Alors, j'aimerais avoir vos avis. On dirait qu'en politique, il n'y a pas de conviction qui soit fixée dans du marbre. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des convictions où, au nom du mercato politique, on peut vaciller de bout à d'autre comme ça? Non, il y a, la conviction est là, mais je veux dire que le contexte politique aussi peut vous amener à changer. L'exemple le plus palpable, Pascal a cité tout à l'heure Donald Trump. On a vu Robert Kennedy Jr., dont la famille est connue, reconnue comme démocrate. Bien ça ne l'a pas empêché de rallier Trump parce que pour lui, le Parti démocrate ne défendait plus l'idéal principal de la gauche. On a vu Dick Cheney, qui était vice-président du président Bush fils, qui a soutenu, comment dirais-je, Kamala Harris, qui est du Parti démocrate. Mais est-ce qu'ici, sous nos cieux, en Afrique, ça passe, ce genre de discours? Ça peut passer. Pourquoi est-ce qu'on le voit sous le prisme de la trahison, justement? Non, je vous écoute et j'écoute les autres. Parler de trahison, c'est être sous le coup de l'émotion. Très bien. Après, à un moment donné, quand tu analyses avec le contexte social, le contexte politique, un acteur peut décider que son parti ne défend plus ce en quoi il croit. Il va ailleurs. Mais si vous avez remarqué juste rapidement, c'est que souvent le parti au pouvoir est très attractif. Ça s'est passé quand les autres partis étaient au pouvoir. Il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas. Pourquoi il est attractif, justement? Il est attractif parce qu'il a des clés de décision plus fortes. Je dirais il est plus visible, il a pignon sur rue et évidemment, comme le nom l'indique, il a du pouvoir. C'est clair. Et le pouvoir est attractif par essence. Alors, Daouda, j'aimerais avoir votre point de vue là-dessus. Pourquoi est-ce que justement, sous d'autres cieux, on dit oui, ce sont les convictions qui ont parlé, et en Afrique, on est très vite taxé de quelqu'un qui a trahi la cause? La première des choses que je vais dire dans ce sujet, c'est que nous sommes dans une société qui est trop manichéenne. Les gens soit c'est noir, soit c'est blanc. Soit c'est noir, soit c'est blanc. Tout ne peut pas être noir, tout ne peut pas être blanc. Il y a une zone grise. Et il faut dire que l'exemple que Barry a pris est très important. Et dans cet exemple, ça me reçoit une citation. Nos amitiés se font et se défendent au gré de nos intérêts. Parce que tu viens avec un programme, je suis de ton parti, je ne me sens plus à l'aise dans ton parti. Les convictions que je pensais qu'on défendait, je pense que tu ne les défends plus. Mais c'est l'autre qui les défend mieux. Mais il n'y a pas de mal à partir. Une petite allégorie. Quand on est dans un village et qu'on ne se sent plus à l'aise dans ce village, le bon sens voudrait qu'on quitte ce village,
on va faire son campement et le campement va devenir un village demain. C'est de ça qu'il s'agit. Et aujourd'hui, quand les gens parlent de conviction, ça et là, à gauche, idéologie, tout ça, Christelle, je tiens à vous dire que les idéologies sont tombées avec le mur de Berlin. Vous n'y croyez plus, Daouda. Vous le répétez très souvent sur ce plateau. Les idéologies sont tombées avec la chute du mur de Berlin. Dans la mesure où aujourd'hui, mais je suis surpris, regardez en Côte d'Ivoire, il y a quelque chose qui est anecdotique. Lequel? En Côte d'Ivoire, oui, c'est un parti libéral comme le RHDP qui a un programme social du gouvernement. Pendant que quand le FPI de Laurent Gbagbo était encore là, c'est lui qui avait plus ou moins une politique libérale. Aujourd'hui, tu vois un PDCI qui vient s'allier avec comment on appelle ça, un FPI. Mais c'est incroyable. Quand on dit pour les circonstances du moment, il faut faire fi, justement. Justement, parce que, justement, je vais revenir. J'ai été choqué une fois, j'ai croisé, je ne vais pas dire le nom de la fondation, oui, c'est une fondation allemande. Je croise comment on appelle ça, l'un des fondateurs qui est là, les gens de, comment on appelle ça, puisqu'il y a la Deutsche, non. On termine rapidement, Daouda. J'ai oublié le nom, mais c'est pas grave, allons-y. Voilà. Friedrich Herbert. Friedrich Herbert, Neumann et la Conrad. Mais une fois, on était dans un truc avec eux, et les gars me disent, mais en Côte d'Ivoire, on ne comprend rien en fait. Parce que chez nous, c'est difficile de voir un parti de gauche ou un parti de droite s'unir de cette manière. Parce qu'en temps normal, ils n'arrivent pas à comprendre. Mais c'est ça la Côte d'Ivoire. C'est ça. Donc, il faut que les gens sortent de leurs émotions et de regarder les choses avec la factualité. C'est la triste réalité. C'est ça qu'elle ne savait pas dire que X ou Y a trahi. Si je ne me sens pas bien avec toi, je pars. Ce n'est pas un crime. Très bien. Alors, voilà. Marius, avec vous, je voudrais juste qu'on regarde un peu la réaction du secrétaire exécutif du RHDP qui n'était pas très content des propos tenus par Affi N'Guessan, justement, qui parlait du partenariat signé avec le parti au pouvoir à la veille des élections locales. Il a comme on le dit dans notre jargon, il a fait une sortie, il a taclé. Comment est-ce que vous réagissez, justement? Il dit que, je vous aide, il dit qu'il qualifie l'attitude, il a exprimé son mécontentement vis-à-vis du président du FPI et qu'il dit que c'est un homme politique qu'il est difficile à écouter, tout en soulignant que la politique ne se résume pas à de la rhétorique. Voilà, il estime que selon lui, Pascal Affi N'Guessan, dans ses déclarations, cherche à semer le doute en prétendant que le président de la République perdrait le soutien de ses partisans. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Qui mieux que le secrétaire exécutif du parti au pouvoir aurait pu réagir donc aux dernières déclarations de M. Pascal Affi N'Guessan lors du congrès de son parti politique Ayam Soko. Je l'ai dit, c'est la présage de la vitalité du monde. C'est le jeu politique. C'est le jeu politique et il ne faut pas en vouloir à M. Cissé Bakongo parce que M. Affi N'Guessan n'est pas allé avec de main morte. Le dos de la cuillère. Voilà, le dos de la cuillère lors de ses critiques contre le régime du président Ouattara. Et donc, il est tout à fait indiqué qu'il y ait une réaction du parti au pouvoir pour remettre les pendules à l'heure, pour ne pas dire repréciser le partenariat qui a uni justement ces deux formations politiques. Mais au-delà de cet aspect, permettez-moi de vous rappeler une chose. Relativement aux questions que vous avez posées à mes prédécesseurs. N'oubliez pas que... Non, je termine, c'est rapide, soyez rassurés. N'oubliez pas que Charles Blé Goudé est avec le FPI de M. Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, il est parti avec son propre parti, bien que M. Laurent Gbagbo, qu'il considère comme son père, est encore là. N'oubliez pas qu'un monsieur comme Nzi Paul David, qui était du PDCI-RDA et qui avait juré sur tous les toits que lorsque M. Laurent Gbagbo viendra au pouvoir, lui, il rentrera au village. Mais il a été le directeur des cabinets de ces derniers. Bon, les exemples sont nombreux. Donc, les exemples sont nombreux. On ne peut pas en finir. Et j'en connais une multitude comme ça d'hommes politiques. Laurent Donafologo, qui était, je peux dire même, l'un des acteurs principaux du PDCI-RDA et à qui Oufo-Boigny a laissé le parti. Mais lorsque... À qui vous devez la théorie du soleil. Alors, justement, merci Pascal. Je voulais donc dire que on peut tout à fait être aujourd'hui dans un parti et puis demain changer. Les cadres du FPI d'hier sont plus pour tous au PPACI aujourd'hui. D'autres sont restés, tels que le ministre Augustin Kouadio-Komo, qui est resté au FPI. Pourtant, c'est un pur produit de Laurent Gbagbo. On termine. Alors, Pascal, votre conviction. Il faut avoir un minimum de conviction. Y compris à Affi N'Guessan lui-même. On va tous les citer. Hein. Allez-y, Pascal. Ce qu'on est en train de dire ici, c'est que ça fait partie de la dynamique du jeu politique, de parfois
constater ces mouvements de militants. Ça fait partie du jeu. Mais on n'est pas en train de dire ici que c'est encouragé parce qu'il faut avoir un minimum aussi de constance en politique. C'est ce sur quoi se fondent vos militants, vos partisans, vos sympathisants, pour vous faire confiance. Quand vous dites que vous allez venir avec un tel ou un tel programme ou un tel autre, si vous êtes une girouette ambulante, ça n'inspire pas beaucoup de confiance. Mais ce que je dis, c'est que l'attractivité du pouvoir en place est réelle et que tous les autres partis ont vécu cette situation. Il n'y a pas de raison que le parti au pouvoir actuellement ne la vive pas. Vous l'avez dit, Pascal, on termine sur ce point. Daouda, on a terminé sur le point. J'avais un petit point. Un demi-point. Parce que, justement, en fait, en Côte d'Ivoire, il y a un truc qui me chagrine un peu. C'est que quand les gens... qui vous chagrine? Oui, c'est que quand les gens changent, on dit oui, c'est des traites, ils ont trahi. C'est ce que vous avez dit, oui. Je me rappelle de la citation de Frank Anderson Kwasi, qui était avec Laurent Gbagbo. Il a dit, il n'y a rien de mal à s'asseoir à un moment donné quand on est longtemps resté inutilement debout. Merci. Parce que c'est très important. On termine avec ça. Il faut dire aux uns aux autres, il n'y a aucune trahison. Et chose bizarre en Côte d'Ivoire, quand c'est les autres qui quittent, par exemple, le PPACI pour aller ailleurs, c'est des traites. Mais quand ils quittent ailleurs pour venir, c'est des saints. Il faut arrêter cette bêtise à un moment donné. Non, ce n'est pas des bêtises, ça c'est trop fort. Mais voilà, il faut arrêter cette sorte de manichéisme. Alors. Ça me plaît. Merci beaucoup, Christelle. Alors, regardons un peu l'affaire des bébés découverts à la décharge d'Akouedo. Le procureur a fait sortir un communiqué. 3 personnes, c'était donc hier, on l'a lu ici en chute d'émission. 3 personnes arrêtées. L'auteur de la fausse publication condamné à 6 mois de prison. Sans revenir déjà sur les faits, regardons un peu la portée justement de ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. En voulant donner une information peut-être, en voulant peut-être créer un buzz ou alerter les consciences, ils se retrouvent en prison. D'où la nécessité de travailler à une certaine responsabilité. Certains avaient parlé de 200 bébés, d'autres avaient dit des chiffres qui, au final, Dieu merci, ne se sont pas avérés justes. Voilà, résultat des courses, on a cette condamnation. Pascal. Oui, je vais faire comme vous. On va regarder la chronologie des faits, mais du côté du gouvernement. On a connu une période ici où tout le monde postait tout et n'importe quoi. Cette période-là, elle est révolue. Pourquoi? Parce qu'on a déjà la campagne en ligne tous responsables. Donc, on rappelle à l'ensemble des citoyens qu'en ligne, justement, la phrase le dit, on est tous responsables, on a une responsabilité. La responsabilité, le devoir ou les droits des uns et des autres ne s'arrêtent pas dans le monde virtuel ou en tout cas dans le monde numérique. Donc, une fois que le gouvernement rappelle à la loi ou rappelle la loi aux uns et aux autres, chacun sait à quoi s'en tenir. Il y a eu des rencontres avec les blogueurs, les influenceurs, en tout cas ceux qui ont, je crois, plus de 25 000... Une campagne, exactement. Voilà, plus de 25 000 abonnés à leur page. Une fois que ceci est posé, maintenant, si vous suivez toujours la même chronologie des faits, on a eu le procureur Braman Koné ici, bien sûr, à cette émission. Et dans la foulée, il a fait un petit peu de médias, de presse, pour rappeler également son rôle, celui de défendre la République. Et cette République-là, il la défend aussi dans le monde d'Internet. Et ça passe par ce genre de choses. Et vous allez voir que ces communiqués sont de plus en plus rapprochés les uns des autres. Dès qu'il y a ce type de délit, il réagit et il donne la peine encourue, parce que ça, c'est des comparutions, j'imagine, immédiates. On ne les fait pas trop attendre. Et puis tout de suite, il dit ce qui va se passer. Donc, à bon entendeur, salut, c'est ce que dit le gouvernement. Barry, quelle est justement votre appréciation de tout ceci? Je pense que c'est Roger Garoudi qui disait que ma liberté s'arrête là où commence celle d'autrui. On ne fait pas n'importe quoi sur les réseaux sociaux. C'est très important. Je pense que les médias, nous le faisons, d'autres le font. Il y a une forme de pédagogie. Il faut que chaque citoyen sache que les réseaux sociaux, c'est bien, mais il faut être responsable. Et d'ailleurs, je salue l'initiative, je crois que c'est le ministère de la Communication, qui a mis des affiches en ville, partout au Grand Carrefour. Vous voyez déjà, il y a une campagne de communication. Mais on ne va cesser de le rappeler. Vous voyez, pour une histoire de fausse information, il va prendre 6 mois de prison ferme. 6 mois de prison dans la vie d'un individu, c'est quand même beaucoup. Et c'est significatif plutôt. Et là, le communiqué est aussi pédagogique puisqu'on parle de code de l'hygiène et de la salubrité. C'est cela. Voilà, il y a des responsabilités qui sont engagées. Quand on est responsable, on ne fait pas n'importe quoi. On ne viole pas la loi
on respecte la loi et on doit agir avec exemplarité. Vous avez vu, moi je me souviens le jour de cet événement, j'étais dans un taxi, je partais à Angré. C'est le chauffeur qui m'informe, lui il ne m'a même pas dit 200, il a dit près de 500 bébés. Oh là là. Donc ça m'a alerté, j'ai pris mon téléphone, j'ai checké, je suis rentré sur la plateforme du Grand Talk. J'ai vu les communiqués, je lui ai dit, mais mon frère, d'où tu tiens ton information? Il dit, on m'a dit. Bon. Il dit, on t'a dit. Est-ce que tu sais qu'on t'a dit peut te mener au PPA? Très bien, Barry. Donc, ça l'a interpellé. Je l'ai sensibilisé. Après, il a compris qu'on ne dit pas, on ne fait pas n'importe quoi. Daouda, réaction par rapport justement à ces condamnations pour un clic, on se retrouve justement en prison. C'est très bien. Il va falloir que le procureur Brahma redouble d'efforts pour en mettre encore plus en prison. Parce que, j'aime à le dire, nul n'est censé ignorer la loi. C'est vrai que Pascal disait tout à l'heure que quand on a eu les nouvelles technologies de l'information et de la communication, il n'y avait pas de règles. Maintenant, il y en a. Mais depuis 2013, la première loi qui est sortie, c'est la loi sur la cybercriminalité. Mais j'invite tous les concitoyens qui nous suivent à aller regarder cette loi. De l'article 1 jusqu'à ce qu'on arrive au dernier article, mais ça ne parle que des infractions qui sont faites par le biais de traces technologiques. Donc c'est puni par la loi. Mais si tu ne prends pas la peine d'aller lire, de t'informer, qui va t'informer? Et le drame dans l'affaire, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de parler du procureur Brahma. Mais je me rappelle encore, comme si c'était hier, avant le départ du procureur Adou, pratiquement, tout le monde connaissait le nom du procureur Adou. Parce qu'il a pris la peine de faire des séminaires, des colloques avec les gens, les sensibiliser, leur expliquer. La plateforme de lutte contre la cybercriminalité passe dans les établissements, passe dans les agoras, les forums pour expliquer aux gens ce qu'ils ne doivent pas faire. Mais des gens continuent de le faire. Les gens continuent de proférer de la désinformation. Et des insultes, des menaces. Voilà. Des menaces. Oui, mais pendant que j'y suis, est-ce que vous êtes au courant que j'ai été menacé de mort par quelqu'un? J'ai encore la vidéo. J'ai porté une plainte parce qu'il y a quelqu'un qui dit que lorsqu'il me trouverait dans l'embouteillage, il va me brûler vif. C'est pas vrai. Donc quand quelqu'un dit ça, que voulez-vous qu'on fasse? Que voulez-vous qu'on fasse? Mais on va porter plainte. Et je pense que ce qui crée problème, c'est que généralement, quand je suis allé à la PLCC, les agents de la PLC m'ont dit, ce qui nous crée problème, c'est que souvent, vous portez plainte, on prend les moyens de l'État pour aller arrêter quelqu'un, mais quand on l'arrête, après, vous venez retirer vos plaintes. Il faut que les concitoyens arrêtent de retirer leurs plaintes. Portez plainte contre ce genre d'agissement. Parce qu'il y a la loi sur la cybercriminalité, il y a la loi sur la presse, il y a la loi sur la communication audiovisuelle. Toutes ces lois existent, mais des énergumènes qui font preuve... Non, c'est vrai. On ne va pas les insulter. Non. On va pas les insulter. Je vous comprends. C'est abusé. Je comprends très bien, mais on va pas. C'est abusé. Parce qu'en fait, à la vérité, Christelle, les gens font semblant de ne pas savoir. Mais ils le savent. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut qu'on fasse la loi puisse être confronté à ces gens-là. Très bien, Daouda, je comprends parfaitement votre point parce qu'être menacé de mort pour des points de vue qu'on a, c'est assez complexe, mais heureusement, force est à la loi. Je comprends votre point. Marius Komoé, je vous vois très dubitatif, réaction justement à tout ce qui, pas tout ce qui a été dit également. Non, mais on travaille depuis des années. Ça fait quelques années, j'allais dire même 3 ans, 4 ans, que la DITT n'a de cesse de rappeler à travers donc, la PLCC, la nécessité de traiter l'information comme le font la presse conventionnelle. Vous ne pouvez pas écouter entre deux murs une information et puis tout de suite vous prenez votre smartphone ou bien votre ordinateur, vous vous asseyez sur votre clavier et vous balancez ça. Ou vous regardez une émission et vous prenez votre téléphone, vous commencez à insulter ceux qui sont en train de faire l'émission, en train de dire... C'est extraordinaire. Alors, il faut que les Ivoiriens retiennent, on ne cessera jamais de le répéter, la publication d'informations dénuées de tout fondement et de nature surtout à créer la psychose au sein de la population et occasionnant ou pouvant occasionner des troubles à l'ordre public est puni justement par nos lois. C'est constitutif d'une infraction pénale. Et cette infraction pénale est prévue et punie par l'article 183 du Code pénal.
C'est d'ailleurs les raisons pour lesquelles le sieur, le nommé Koulibaly, qui a donné l'information sur cette histoire de bébé, en a pris 6 mois d'emprisonnement ferme. Il a été d'abord, il faut le rappeler, il a été jugé, reconnu coupable et donc condamné. 3 notions importantes. C'est-à-dire, il a été jugé, lui-même il était là, il était représenté, sinon il a été reconnu coupable, c'est-à-dire il a reconnu les faits. Et on l'a donc condamné. Sa place est en prison. C'est un signal, et ce n'est pas la première fois. On a vu même des influenceurs et des influenceuses non moins importantes dans ce pays, dont une amie à nous, Nicole Mireille Didier, qui en a fait les frais. Il faut faire attention. Et depuis lors, même au niveau de la DITT, je vous rappelle, les responsables des plateformes en Côte d'Ivoire sont sur une plateforme mise en place par la DITT avec à sa tête le colonel-major en charge de ce service important de traces technologiques pour colmater les brèches et éduquer leurs abonnés sur les plateformes. Je suis moi-même membre de cette plateforme WhatsApp et la DITT éduque, informe, sensibilise les responsables de toutes les plateformes de Côte d'Ivoire. Alors, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il faut faire, et ça, nous ne le dirons jamais assez, que vous soyez élève, que vous soyez paysan, que vous soyez, quel que soit votre statut, faites très attention aux informations que vous publiez sur les réseaux sociaux parce que ça peut vous conduire en prison. Regardons un peu une plateforme comme TikTok, c'est très rapide. Hein. C'est très rapide. Ou j'allais dire somebody, quelqu'un donc se pose chez lui à la maison, les pieds dans l'eau assurément, très à l'aise, et puis il fait une petite vidéo avec votre nom ou votre photo, et puis ça part en vrille. Alors, est-ce qu'il ne faut pas une réglementation, peut-être particulière, sur différents types de publics? J'écoute Pascal. Barry, on a quelques minutes encore, et puis on va faire un petit tour. Des exemples qu'a pris tout à l'heure Daouda et de ce qu'a cité... Mon exemple vient de TikTok d'ailleurs. Ah. Et de ce qu'a cité Marius, la réglementation existe. On n'a même pas encore fini d'épuiser les différentes possibilités qu'elle donne que le législateur a données à la police et à toutes les instances chargées de mettre de l'ordre. Donc je pense que nous-mêmes ici, on pourrait faire un spécial sur l'ensemble des mécanismes qui existent. 2 choses, nous approchons des élections. Donc ça, c'est une fake news pure. Même moi, j'ai été choquée par cette vidéo parce que vous avez des plateformes qui disent attention, la vidéo qui va suivre est choquante, donc si vous ne voulez pas regarder ce que j'ai fait, j'ai regardé 3-4 secondes. J'ai pas pu vérifier qu'il y avait vraiment 200 bébés, mais journaliste, c'est un métier. Un journaliste, il donne la date, il donne le jour, il donne l'heure, il décline son identité. Parce que beaucoup sont sous des avatars ou des faux comptes. Et ensuite, il ne met pas comme ça, il ne balance pas comme ça au vu au su de tous, parce qu'il y a des enfants qui ont leur téléphone, de telles images. Donc il y a une réglementation. Donc on approche des élections, le gouvernement envoie un signal, parce que les fake news, on sait ce que ça fait pendant des élections. Ça peut déstabiliser, ça donne des fausses informations, mais pas que, ça peut déstabiliser, ça peut envoyer des candidats, ça peut les créer des crises même, bien sûr. Ça peut créer des tensions entre les populations. Donc c'est important que les fake news maintenant, on leur envoie des signaux très forts, parce que déjà, il y en a pas mal du fait de la situation sécuritaire sous-régionale. Barry, votre point justement, Daouda renchéri à mes propos, TikTok, l'agression ou la menace dont il parle vient de TikTok. Et moi, je parlais parce que c'est un réseau qui va très très vite. C'est un médium qui va très très vite. Alors, réaction là-dessus. Spécialement, je pense que la réglementation, je pense que Marius est revenu en long et en large sur le travail qui est fait par les services de l'État en termes de réglementation, sur la sensibilisation. Je pense qu'on a même des images où c'est dans les écoles que la sensibilisation se fait. Donc la sensibilisation est là. Maintenant, moi, il y a une forme d'intolérance sociale qui existe chez certaines personnes. Il y a des personnes qui ne tolèrent pas que quelqu'un pense autrement, différemment. Alors qu'il y a un principe philosophique qui veut que je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais je dois me battre pour que tu aies le droit de dire ce que tu penses. Quand on intériorise ça, on ne peut pas attaquer quelqu'un parce qu'il donne un point de vue contraire. Est-ce que ça, c'est justement intériorisé, Barry? Justement, c'est là où le bas blesse. Parce que beaucoup de personnes, il suffit que vous donnez un point de vue qui ne les sied pas, ils ne cherchent pas à vous envoyer un contre-argument.
soit il vous attaque sur votre plan physique, soit il vous attaque sur un plan communautaire, soit il vous insulte. Et généralement, il y a certains individus qui insultent derrière le téléphone, mais quand vous les voyez dans la rue, ils sont tout aimables. Donc, il y a une émission ici à à laquelle Daouda a participé. Voilà, d'ailleurs, dès qu'il apparaissait, c'était... Oui, dis-lui en face. Non, mais c'est extraordinaire. C'est vois, vraiment... Souvent aussi, les gens prennent le truc sur un côté ludique. Ils se disent, oh, je l'ai insulté, je m'amuse. Ah, c'est pas grave, alors que c'est grave en réalité, parce que c'est un père de famille, c'est un citoyen. Tu n'as pas le droit de l'insulter. On écoute Daouda. Très rapidement. Sans agresser quelqu'un. Très rapidement, ce que je vais dire ici, la question, c'est qu'à la vérité, c'est vrai que nous, quand on vient ici pour parler, on est préparé psychologiquement. Eux, ils se disent que quand ils le font, c'est juste un petit jeu, c'est le game et autres. Mais vous savez que c'est le mot, derrière le game, il y a une épouse. Derrière le game, il y a une enfant. Derrière le game, il y a une maman. Il y a une famille à qui ça ne fait pas plaisir, qui s'inquiète. Donc, à un moment donné, moi, je ne le cache pas, je regarde la caméra clairement. Quiconque, et je mets quiconque au défi, encore une fois, me fait des insultes, de quoi que ce soit, on se retrouvera devant le procureur Brahma. Il nous reste 1 minute, on termine avec vous, Marius, sur ce point. Oui, Daouda n'a pas tort de le préciser parce que la dernière fois, lorsque justement sa jeune sœur, sa sœur cadette, nous a rendu d'ailleurs visite, dans les échanges, en la taquinant, elle m'a dit une chose, grand frère, je vous l'avoue une chose, je vous dis une chose, c'est que je ne suis pas contente, mais j'aime bien ce que fait mon aîné, mais je ne suis pas du tout contente, je ne supporte pas les injures des uns et des autres, parce que c'est un brillant quand même intellectuel, et il s'est battu pour être là où il est, et je suis fier de lui, mais pour ses propos, pour ses prises de position, qui n'engagent que lui. On insulte tout le monde et ça, vraiment, ça me désole. Il faut que les gens comprennent qu'on ne peut pas se permettre de s'asseoir derrière un smartphone, comme l'a fait par exemple cet individu que je connais ni d'Adam ni d'Ève, qui vient avec un avatar. Et à ma réaction, de dire que M. Tidiane Thiam ne connaît pas Chomo Niassoué et qu'il se doit d'aller connaître Chomo Niassoué pour quand même juger des réalités de chez moi. Et qu'est-ce qu'il a fait l'individu? Mais il est venu tout simplement me dire tout ce qu'il voulait, m'injurier en me traitant de tout et de rien. Mais attends, mais c'est mon droit pour quelqu'un qui veut gouverner à mes destinées et aux destinées des miens, de venir quand même connaître mon village et ma région. En quoi cela est un péché? On a fini. D'ailleurs, je suis très heureux de voir qu'il est en train de faire le tour de la Côte d'Ivoire. Il est 19h42, s'il vous plaît. Quand on prend la parole, essayez de nous aider à raccourcir. Vous avez totalement raison. Vous avez totalement raison. On se retrouve tout à l'heure. À tout de suite. Merci d'être avec nous pour la seconde partie de ce temps d'antenne. Toujours un plaisir de vous retrouver. Nos amis sont toujours en notre compagnie, à l'exception de Pascal qui nous a quittés, mais vous la retrouverez bientôt sur ce plateau. Marius, Daouda, Barry. Et nous a rejoint Madame Koné-Hilaria Roland, promotrice du festival Les Goûters de mon enfance, 6e édition. Vous restez avec nous. On part juste à Vavois et on se retrouve juste après. Alors, messieurs et chers téléspectateurs, c'est grâce à une information anonyme qui révélait donc l'existence de 2 magasins de stockage de médicaments de qualité inférieure. C'était à Vavois. C'est pour cela justement que l'équipe de la police des stupéfiants et des drogues de Daloa a procédé le mardi 19 novembre 2024 sous la direction du commissaire de police Didi Kouakou à une saisie de 22 tonnes de médicaments d'une valeur marchande de près de 100 millions de francs CFA. Et c'était des faux médicaments. On va dire Dieu merci, heureusement, mais essayons de réfléchir un peu plus large. Pourquoi une telle problématique souvent récurrente sous nos tropiques et principalement en Côte d'Ivoire? Alors Marius, comment essayons de faire un point avec vous sur les chiffres justement de cette, je vais dire aussi, c'est une pandémie, de cette pandémie. Marius, comment est? Alors, vous parliez des chiffres, pour aller droit au but, il faut dire que les médicaments illicites et de qualité inférieure, c'est 400 tonnes de faux médicaments qui sont saisis chaque 2 ans en Côte d'Ivoire. Alors, les chiffres démontrent qu'Abidjan abrite le plus grand marché
de produits illicites d'Afrique de l'Ouest, tenez-vous bien. Et puis, ces propos ne sont pas de nous, c'est des propos de la première personnalité en charge donc, du monde de la santé en Côte d'Ivoire. Et il a tenu ces propos le 9 octobre dernier. Vous parlez donc du ministre Du ministre Pierre Dimba. Alors, il disait également que dans la lutte contre les médicaments de qualité inférieure, c'est 400 tonnes qui sont régulièrement saisies et qui représentent une perte financière de plus de 100 milliards de nos francs CFA, du franc CFA au niveau donc, annuel. Et cela est une problématique pour la Côte d'Ivoire et pour la majeure partie des États dans le monde, parce que de plus en plus, les contrebandiers et les contrefacteurs multiplient ou alors modifient leur stratégie d'écoulement de ces produits. Pourtant, l'État de Côte d'Ivoire dispose d'une centrale d'achat de ses propres des médicaments à travers le monde, qui est la nouvelle pharmacie de la santé publique. Eh bien, cette nouvelle pharmacie de la santé publique, qui est la centrale d'achat des médicaments de l'État, a en charge d'approvisionner les centres de santé publique en médicaments. Donc, quand vous allez dans les officines de pharmacie, des centres de santé publique, les médicaments en principe qui s'y trouvent doivent provenir pour la plupart de la nouvelle pharmacie de la santé publique. Et maintenant, c'est dans les officines privées qu'on a l'habitude de trouver donc des médicaments de qualité inférieure. Et là, c'est le rôle que joue donc la police de lutte, la police sanitaire, mais également plusieurs d'autres structures qui accompagnent. Et tout cela est chapeauté par l'autorité de régulation de l'activité pharmaceutique en Côte d'Ivoire, qui est l'AIRP, et dirigée par notre ami aîné Hassan Koulibaly. Et donc, l'AIRP joue un rôle prépondérant, appuyé en cela par d'autres acteurs non moins importants, que sont la DPSD, la direction de la police des stupéfiants et des drogues, mais vous avez également la douane, pour ne pas dire les douanes de Côte d'Ivoire, vous avez la gendarmerie qui a une unité qui également accompagne l'État en la matière. Vous avez l'UCT. L'UCT, rappelons-le, c'est l'unité de lutte contre la criminalité transnationale. Donc, il y a des mécanismes de l'État de Côte d'Ivoire pour lutter contre l'entrée sur le territoire de ces médicaments illicites. Comment comprendre qu'on arrive toujours à découvrir certains, Marius? Non, mais vous prenez le marché de Roissy, par exemple. Roissy à Djamé, principalement. Bon, c'était 16,7 tonnes qui avaient été saisies par le Cotramel. Le Cotramel, qui est un comité national de lutte, justement, contre les médicaments illicites. Mais il faut dire que ces médicaments nous viennent du Ghana voisin, mais également du Nigeria et un peu plus loin de d'autres pays en Asie. Et il faut véritablement que l'État de Côte d'Ivoire redouble d'efforts. Et c'est en cela d'ailleurs que le premier responsable de l'autorité de régulation pharmaceutique en appelle donc à plus de moyens, tout comme les autres structures, y compris la police sanitaire, qui ont besoin de beaucoup plus de moyens, parce que, croyez-moi, c'est des milliards, je vous ai dit, c'est des centaines de milliards que nous perdons avec justement les contrefacteurs et les contrebandiers. Daouda, alors votre point, quand on finit d'écouter Marius avec les chiffres et tout ce que l'État perd, la question c'est comment arriver justement à réguler cette pandémie, cette endémie qui fragilise l'économie ivoirienne et la santé également des Ivoiriens. Moi, je pense qu'aujourd'hui, vous vous rappelez que lorsque qu'on appelle ça, la couverture maladie universelle avait été lancée, c'est vrai qu'il y a des voix qui se sont levées, ça et là, pour se plaindre. Moi, je veux dire, pour pouvoir régler ce problème-là, si tous les Ivoiriens aujourd'hui décident d'aller souscrire à la couverture maladie universelle, on régule la question. Qui aujourd'hui marche, qui marche très bien dans les hôpitaux comme dans les pharmacies, je pense qu'on peut réguler la question de ces médicaments de seconde zone. Parce qu'aujourd'hui, avec l'assurance, moi je l'utilise. Que tu partes à Hachma, que tu passes au CHU de Treichville, ça marche très bien. Hachma qui est l'hôpital militaire d'Abidjan. Quand tu y vas, même dans les hôpitaux, quand tu y vas, tu peux avoir des médicaments pour te soigner. Même si ce sont des génériques, au moins, c'est des médicaments de première qualité. Ça règle le problème. Parce que, moi, je veux dire, la question des médicaments prohibés, pourquoi certains y vont? Souvent de fois, c'est le manque de moyens. Mais on met sa santé en même temps en jeu, Daouda. En même temps, tu veux te soigner,
mais tu dis je n'ai pas les moyens, mais tu préfères aller à Roxy, aller payer des médicaments de seconde zone, finalement, qui ne vont pas te guérir, mais qui vont contribuer à te rendre encore plus malade. Est-ce que ce que vous dites, ça veut dire que ce site qui est mentionné, parce que Marius en a parlé, Roxy, à l'époque, il y avait le cinéma, il y avait un cinéma Oui, même Roxy. sous Raymond Goudou Kofu, on avait fait une forte saisie. Mais est-ce que ça continue? Oui, bien sûr. Justement, j'aimerais savoir. Ah oui. Même ça continue toujours, et même souvent de fois, dans les quartiers, il y a des femmes qui ont des petits étals pour vendre des médicaments. On vend des paracétamol, on vend de la, comment on appelle ça, même de la codéine, on en trouve. Qui serait de mauvaise qualité? La codéine, même déjà, c'est de la drogue. Parce qu'il faut, pour l'avoir, c'est sur prescription des... Je parlais du paracétamol dont vous parlez. Oui, sans prescription. C'est C'est très rapide, comment on appelle ça, les pénicillines, quoi que ce soit. On en trouve facilement de couleur jaune, de couleur noire, de couleur bleue, il y en a de toutes les couleurs. Moi, je veux dire, si aujourd'hui, moi, le conseil que je donne à tous les Ivoiriens, c'est d'aller souscrire à l'assurance maladie universelle. C'est gratuit et on souscrit 1000 francs par mois. Barry, est-ce qu'il faut renforcer donc la sensibilisation auprès des pouvoirs publics, non pas auprès des populations du moins, et que les pouvoirs publics intensifient donc la lutte? Vous savez que j'ai une faiblesse pour la sensibilisation et la pédagogie, donc je ne vais pas changer de postulat. Exactement. Je pense qu'il faut continuer à renforcer la sensibilisation, la pédagogie, mais aussi la répression. Parce que Marius l'a souligné tout à l'heure, les chiffres sont évocateurs. Hein. Quand on parle de 100 milliards de pertes, 100 milliards, c'est quand même beaucoup d'argent. Annuel quand même. Beaucoup d'argent. Et il faut dire que c'est un trafic qui génère beaucoup d'argent. Oui. Les gens, ils préfèrent les raccourcis pour avoir l'argent que de travailler. Donc, quand on leur propose, par exemple, prends ce colis-là, envoie-là, on te paye tel, ils sont facilement manipulables. Donc, ils prennent l'argent et ils font le transfert des médicaments. Mais il faut saluer la vigilance quand même des forces de l'ordre et surtout la coopération parce que vous avez dit lors de l'introduction que c'est un appel anonyme. Voilà, un appel anonyme. Ça veut dire que les premiers agents de renseignement sur le terrain, ce sont les populations. Bien sûr. Pour que les forces de l'ordre soient efficaces dans une opération sécuritaire, il faut la coopération de la population. Et il faut du bon renseignement. Et les populations savent comment ça se passe parce que c'est au quotidien en fait. Roxy, moi j'y suis allé une fois, pas pour acheter des médicaments, mais j'étais des passages. Mais j'ai vu, il y a quelque chose qui m'a interpellé parce qu'il y a un monsieur qui vient demander un médicament. La dame dit elle n'en a pas. Donc, quelque temps après, je reviens. Je vois la même dame avec des médicaments. Ça veut dire qu'elle allait s'approvisionner peut-être? Elle a les médicaments, mais elle ne vend pas à n'importe qui. Quand ils ne te connaissent pas, ils ne te vendent pas en fait. Parce que ça peut être un policier en civil, ça peut être un gendarme, ça peut être un douanier. Donc c'est pour dire que c'est des groupes très organisés et très subtils dans les actes en fait. Donc il faut que les Ivoiriens comprennent que c'est une question de santé, c'est une question de sécurité aussi. Mais il faut continuer à maintenir le cap. Alors, justement, avec vous, le point de Daouda, il faut que ça rentre dans la conscience collective, que la CMU est très importante et nous permet justement d'avoir accès à des soins. C'est clair, les premiers soins, la CMU, c'est un facteur déclencheur. Et aujourd'hui, il faut continuer la sensibilisation. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui ont des a priori et des préjugés qui ne comprennent pas forcément comment se passe la procédure parce qu'ils sont influencés par X ou Y qui ne comprennent pas le projet. Mais la santé, c'est l'élément le plus important que nous avons. Si nous sommes là sur le plateau, c'est parce que nous sommes en bonne santé. Si nous sommes malades, on ne peut pas être là. Donc, il faut que chacun comprenne que la santé, là, c'est l'élément le plus important pour un individu. Donc, il ne faut pas jouer avec. Très bien, parce que quand vous prenez des médicaments, souvent, ça peut créer d'autres maladies. Ah, bien sûr, bien sûr. On termine. Oui, un détail. Il faut rappeler aux populations que l'achat des médicaments à Roxy et partout dans nos quartiers ou dans nos villages, sans aller vers les officines officielles. Le circuit officiel, c'est acheter la mort. Parce que ces médicaments qui sont vendus par des gens qui ne connaissent même pas, qui ne sont pas de pharmaciens, ils n'ont pas appris les médicaments, et puis vous allez acheter ça. Après, vous avez des problèmes de cirrhose, vous avez des problèmes de foie, vous avez des problèmes d'insuffisance rénale, et on se retrouve à dépenser plus qu'on ne devrait pas le faire. En tout cas, merci d'avoir réagi sur ce sujet en espérant que cette pédagogie ait marqué plus d'un et qu'on arrête donc de fréquenter ces espaces-là pour acheter la mort. Voilà, exactement, c'est le mot d'ailleurs, acheter la mort. Il ne faut pas acheter la mort. Voilà. Il est mieux d'aller se faire consulter chez un médecin, avoir une ordonnance et aller voir donc une officine officielle. La santé n'a pas de prix. Et je pense que vivre longtemps aussi fait partie de la responsabilité de chaque être humain. Tout à fait. Par ses choix, par les choix qu'il fait.
Très bien. Quand on finit de parler de santé, essayons maintenant de parler des choses assez intéressantes qui vont nous rappeler des choses qui touchent à notre enfance. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous allons maintenant prendre langue avec vous, très chère Koné Hilaria Roland, promotrice du festival Les Goûters de mon enfance, 6e édition. Les Goûters de mon enfance, déjà le titre me ramène très très loin. Alors vous êtes chargée de l'organisation du festival. On va parler donc de la valorisation des goûters de nos régions, la mise en avant de la culture africaine et ivoirienne et les goûters comme produits d'appel touristique. Alors pourquoi une telle initiative? Pourquoi un positionnement pareil? Merci déjà de l'occasion que vous nous offrez pour mettre en avant nos goûters, précisément les goûters de nos régions. Donc votre question est la bienvenue. Nous parlons des goûters de notre enfance pour mettre en avant tout ce qui est mets traditionnel que nous avons connu quand on était petits. Goûters traditionnels? Oui, les goûters. Par exemple, on va les citer. Oui, on a par exemple le bassi, qui est fait à base de maïs. C'est mon préféré. Voilà. Et il est fait aussi à base de mil. Oui. Donc, vous voyez que chaque région a sa spécificité en matière de goûter. Et moi, c'est le mil que j'ai connu. Voilà. Et ça sent très bon. Oh my God, de bassi. Mon Dieu, vous me ramenez la nostalgie. Ah bah oui, franchement. À l'époque, à Djamé, c'était trop bon. Ensuite, après le bassi, il y avait quoi? Agba Klaklo. Ça, par contre, c'est un peu dur, hein? Le claclo. Comment on dit? Agba Klaklo. Bon, moi, il dit Agba Klaklo. Hein. Ça dépend. Hein. Allez-y. Donc, l'Agba Klaklo, qu'on appelle communément boule-boule, oui. avec le maïs, le coco. Oui. Voilà. Le coco, voilà, qui est fait à base de manioc. Voilà. Et puis ensuite? On a le gaou, le sosofrou, qui est fait à base d'haricots. Là, par contre, c'est soso-frou-frou. Gaou, c'est quoi? Soso? Soso-frou-frou. Soso-frou-frou. C'est le même nom. C'est comme moi, oui, le mois de carême, là. Ok, d'accord. Ensuite. Ça va être sorgho. Ah, d'accord. Ensuite, allez-y. Oui. Bon, on va vous aider. Il y a le montoni, c'est ça? Ça, c'est quoi? C'est fait à base de quoi? Il y a jaune aussi. Qui le montoï? Le montoï, il est fait à base de riz, de lait, de coco et de piment. C'est un goûter qui vient du pays brillé. Du pays brillé. Ah, c'est la première fois que je vois ça. Ensuite, le chat noir. C'est quoi le chat noir? Le chat noir, ce sont des... Le petit grain. Oh, on ouvre la très bien. C'est la femme qui consomme. Ok, d'accord. Moi, j'adore. Hein. On a ablé à Oukou. C'est que c'est ça? Oui. C'est la bouillie de riz, hein? De maïs. Bouillie de maïs. De maïs concassé. Ok. Avec du sucre. Et puis, bon, on a le tonso. Tonso, c'est quoi? Qui est fait à base de pois de terre. Pois de terre? Oui, tonso, c'est en haut, juste à côté des bouleaux de pois de terre, c'est quoi le pois de terre? C'est de pois de terre. Ok, d'accord, très bien. Avec du miel. Voilà. Ok. Et puis, nous, on a connu le crécré. Bon, crécré, ça, c'est le crécré national. Hein, ouais, le crécré, alors. Et puis, ça, le nom, vraiment, essaie de prononcer pour moi. Oumou, nou, c'est ça? Sadjidi. C'est quoi ça? Ouais. C'est la petite graine de palme braisée au miel. C'est très bon. J'ai des choses que je n'ai pas connues. Hein. Et puis, bon, le aguacate national. La purée de tchongon, c'est ça? Oui. Et puis, le gnoncon, c'est quoi? C'est fait à base de feuilles d'haricots et d'arachide. Donc, quand on fait, c'est en pâte. Donc, ça fait un boule-boule. Ça fait un boule-boule. Voilà. Et c'est tout ça que vous allez donc promouvoir. Wow. Nous voulons mettre en avant et c'est pour le 30 novembre, donc le samedi prochain. Samedi prochain. Ce samedi-là. Et c'est où? Au Palais de la Culture. Ah, d'accord. À quelle heure? 8h à samedi 20h. 30, là? Ce samedi 30. D'accord. Nous aurons tout ça là sur place. Tout ça sur place et d'autres mets encore. Nous avons une découverte qui est... la tchéké de banane, je ne sais pas si vous connaissez. La tchéké de banane, ça c'est non. J'ai vu ça, mais je ne sais même pas quoi ça. On fait de la tchéké avec de la banane. Oui. Waouh. Moi, j'ai hâte d'aller voir ça. Ça, il faut le voir. Ça, franchement, il faut le voir. Le gnomi, c'est avec du lait? Forcément. D'accord. Alors, est-ce que les plats seront rangés par région? Pour que les Ivoiriens puissent se rappeler, attention, ça c'est l'Ouest, ça c'est le Sud. C'est ça, qu'est-ce qu'on a fait? Il y a un fait que je dois préciser ici. En fait, les mamans, ce sont les mamans aussi qu'on met en avant, puisque ce sont les actrices de ces goûters-là. Donc, chaque maman présente les goûters de sa région.
Il n'y a pas d'aloco huile rouge. Hein, si, aloco huile rouge, voilà, ça, bien c'est sûr. Mais le jaune jaune, c'est accompagné très souvent de macaroni, et donc des pâtes alimentaires. Mais je connais aussi le tratra. Le tratra de 16 heures. J'ai l'impression que ce n'est pas pour la nouvelle génération. Mais on dit les goûters de mon enfance. Voilà. Donc on fait découvrir aussi. La nouvelle génération, c'est la loco et consort et tout ça. Justement, pour qu'ils puissent découvrir ce qu'on a connu quand on était jeunes, nos parents aussi, ce qu'ils ont pu nous faire connaître quand on était. Alors donc venir avec les enfants, leur présenter un peu ce que nous avons connu comme goûter, et puis faire en sorte qu'ils puissent aussi les avoir. Mais après le festival, est-ce que vous avez pensé peut-être à implémenter une activité ou un endroit où les personnes pourront se retrouver, je ne sais pas, une espèce de restaurant où les personnes pourront se retrouver avec ces goûters-là, pas forcément après le festival, mais que ce soit quelque chose une activité pérenne? Oui, nous pensons à mettre en place ce projet-là. Mais déjà, toute personne qui est désireuse de retrouver ses goûters après le festival, nous avons des contacts où on peut nous joindre pour des cérémonies. On n'est pas vraiment perdre ce goût qu'on a retrouvé. Là, c'est la 6e édition. La 6e édition. Qu'est-ce que vous apportez de nouveau aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons, pour plus donner d'impact à l'événement, nous avons des jeux traditionnels qui sont proposés, qui sont associés. Nous avons des danses traditionnelles aussi qui sont proposées. Les jeux, par exemple, on aura quoi comme jeu? Les jeux, il y a le damier, il y a la walé, des jeux traditionnels, et il y a le... On traçait un jeu avant avec la craie, la marelle, voilà, très bien. Tout ça. Alors, est-ce que vous avez des invités particuliers, des personnes particulières? Il y aura des conférences, il y aura des panels? On pourra déjà en parler, des thématiques? Oui. Cette année, le thème, c'est la transmission du savoir-faire générationnel. Voilà. Et nous sommes accompagnés par l'Institut d'hygiène avec des professeurs de renom nous avons des... Qui viennent vous accompagner. Qui viennent nous accompagner pour l'événement, montrer aux mamans comment est-ce que maintenir l'hygiène, voilà, l'entretien. Et même au niveau des emballages, des goûters, tout ça, on leur inculque aussi ces valeurs-là. Très bien. Daouda, une question pour elle? Très rapidement. Donc, quand on vient, l'entrée, c'est payant, c'est gratuit, ou les enfants ils viennent, comment ça se passe? Mais l'entrée est payante, de 1 000 francs. Les tickets varient de 1 000 francs à 10 000. Donc, il y aura des aires de jeu, parce que quand vous me dites 1 000 francs, ça me donne droit à quoi? 10 000, ça donne droit à quoi? Oui, exactement. Parce que moi, j'ai un bataillon. Donc, je voudrais savoir, je viens avec combien? Un bataillon, ça veut dire de nombreux enfants. 1 000 francs les enfants, 2 000 adultes et 10 000 VIP. Nous avons un village de toboggan, jeu d'enfants. Voilà, les tickets VIP donnent droit à un accueil personnalisé. Voilà. Non, c'est pas mal. On va essayer ça ce samedi-là. D'accord. C'est clair que pour la FTV, il y aura un bon package avec de belles choses préparées. Marius, question? Non, je crois que les parents doivent aller justement avec leurs enfants pour leur montrer ce que nous avons consommé comme goûter à notre époque, parce que le cré-cré, c'est des choses qu'on ne trouve plus aujourd'hui. Ah, non, excuse-moi, fais le tour de la route. Non, le cré-cré, ça se trouve facilement. Le tratra, ça continue. Mais le mounououn, voilà, ça, c'est des choses qu'on ne trouve pas. Le gnomi, ça se trouve, puisque le gnomi, par rapport donc aux fêtes religieuses, surtout au moment des jeunes non, Marius, musulmans. Le wami ou le gnomi, on le trouve partout. Non, on le trouve encore. Mais la tadjo, par exemple... Marius a changé le quartier, en fait. Non, mais moi, j'ai un peu fréquenté et à Bondoukou, et à Daloa. Non, pas à Niaché, ça c'était le primaire. On revient donc avec vous pour les dernières articulations de ce projet-là. Un petit rappel, les dates, lieux, les tarifs. D'accord. Donc, une date, le 30 novembre, lieu Palais de la Culture, heure de 8h à 20h. Et nous ne pouvons pas conclure nos propos sans remercier le ministère du Tourisme qui nous accompagne depuis le début du festival, de l'événement, le ministère de la Culture aussi. On ne peut pas parler de goûter, de mer, de gastronomie sans parler de culture. Est-ce que vous avez des invités extérieurs, des artistes?
Oui, nous avons des artistes, merci. Nous avons des artistes qui viennent nous soutenir. Forcément à Je peux Bobé. les citer, oui. Non, on les voit. Il y a Abomé, il y a TNT, il y a DJ Platine et puis il y a VOB. Exactement. Très bien. Voilà. Et les pères, donc tout le monde est invité. Tout le monde est invité. Super, C'est un très festival, il est ouvert à tout le monde. Merci en tout cas d'être venue, Koné Hilaria Roland. Vous êtes promotrice du festival Les Goûters de mon enfance, la 6e édition, chargée de communication, on va dire ainsi. Chargée de l'organisation. De l'organisation, pardon. Chargée de l'organisation. Je suis repartie très très loin à Djamé avec tout ça. On peut Allez, un dernier mot. dire merci au commissaire général, Madame Bombo Tatiana, qui a eu cette initiative, cette très belle initiative de nous faire découvrir, redécouvrir les goûters de Marius, notre permettez enfance. qu'elle termine, allez-y. Voilà. Donc, c'était pour dire merci à Madame Bombo, le commissaire général et toute son équipe pour le travail qui a abattu. Et encore dire merci à l'HTV qui nous a offert cette opportunité-là de pouvoir mettre en avant les goûters, surtout qui sont spécifiques à chaque région de la Côte d'Ivoire. Voilà. Merci beaucoup, merci infiniment. C'est nous. On espère être là, en tout cas avec vous, le 30 novembre pour cette magnifique célébration de la culture ivoirienne au total. Exactement. Merci d'être venu. Merci. Barry, merci. Merci Christelle. Marius, Daouda, Merci, Christelle. merci beaucoup. Merci Christelle, merci aux gens de mon village, au Djéné, merci aux gens de Boaké, de D'accord. Lomé, On va de pas Togo, du faire Burkina le et tour. de Merci la beaucoup. Guinée. Alors, on remercie tout le monde. Pour Barthélémy Nabo, c'est plutôt Issia. Il est d'Issia. Ah oui, plutôt. Voilà, ici, il n'y a pas de Saïwa, c'est ça. Très bien. Voilà, tout Donc, à fait. tout le monde, tous ceux qui sont à Issia, Saïwa, en tout cas de toutes les régions de Côte d'Ivoire, on vous salue. Merci de votre fidélité à ce programme. À demain.